Un ballon est maître, il faut avoir la licence. Il a passé la licence pour pouvoir lancer ce ballon. Alors on a une nacelle en polystyrène, un Raspberry Pi dedans bien entendu. On a une balise GPS ici et un émetteur pour envoyer les infos au sol. L'idée c'est avec la caméra qui est positionnée là de filmer un écran OLED et de vérifier le fonctionnement d'un écran OLED dans des conditions difficiles puisqu'il va monter en altitude. On voit là, j'ai deux photos, on voit l'écran OLED, c'est extrait d'une vidéo, c'est pour ça que la qualité n'est pas très bonne. Alors ça c'est le sponsor de l'expédition, et on voit l'écran OLED ici qui affiche, donc c'était des données qui changeaient, altitude, température, pression, etc., température, tension de la batterie, il y a un certain nombre d'infos qui défilent. Donc là il est un peu plus haut, on voit pas très bien là sur une projection, mais il y a des choses décrites. Le ballon est monté à 27 km d'altitude. Alors, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe. Vous prenez un ballon, vous mettez de l'hélium dedans, et vous calculez en fait quand est-ce qu'il va exploser. Quand il monte, le ballon gonfle, et vous calculez à quel moment vous allez le faire exploser. Enfin, il va exploser. À ce moment-là, ça ouvre un parachute, il redescend doucement. Et il y a des sites qui vous donnent, en fonction du moment du lancement et du lieu du lancement, où il y a des chances qu'il retombe. Avec quand même une approximation en fonction des vents. Donc là, il a fait 1h30 de montée et une demi-heure de descente. Il est monté donc à 27 km, la pression était de 200 millibars et la température extérieure de moins 60 degrés. L'écran OLED a continué à fonctionner. Il était localisé par un tracker APRS, donc GPS, puis l'émission de paquets. Donc 2 heures de vol, je vous l'ai dit. Il a été récupéré à 55 km de Nîmes, donc il est parti de Nîmes, il a fait un voyage, puis il est remonté et il a été récupéré vers Avignon, c'est quoi là. Et donc il a fourni des belles images. Tout à l'heure on disait que la caméra fait des belles images. Voilà une des images que la caméra a fournies. Donc caméra 25 €, 8 mégapixels. Et voilà une autre. Là il est passé vers le Rhône, donc on a le delta du Rhône ici, c'est le Rhône qui se jette dans la Méditerranée. Donc on voit la courbure terrestre, on voit l'atmosphère. Caméra à 25 €. Après, il y a d'autres possibilités. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des paquets dans Debian. Je vous ai mis le début de la liste. Vous voyez, ça, c'est que la lettre A. Et ça va comme ça jusqu'à Z. Et il y a des centaines de paquets. Donc, le lien est là. Vous le retrouverez sur le blog. Je remettrai les diapos sur le blog s'il y en a que ça intéresse. Donc, c'est des paquets que vous pouvez installer d'origine sur le Raspberry Pi. Ils sont gratuits. Vous installez. Alors si on regarde, je crois qu'il y a le premier, ça doit être un fax. Resave fax using, voilà, recevoir des fax en utilisant votre clé SDR et une carte son, enfin après, votre émetteur récepteur et une carte son, il y a du Morse, il y a tout. Alors la première chose qu'on peut faire avec le Raspberry Pi, c'est faire tenir son log. Pourquoi le faire sur un Raspberry Pi? Sur un PC ça consomme à peu près, c'est un PC moderne, pas moderne, portable, pas portable, entre on va dire 60 et 100 watts. Un Raspberry Pi c'est moins de 5 watts. Donc vous pouvez le laisser brancher en permanence, il n'y a aucun problème. Donc, vous pouvez tenir votre log, vous pouvez gérer vos QSL, vous pouvez calculer les distances entre deux QR allocators, ça le fait bien sûr sans aucun problème. Alors, on peut apprendre le Morse, c'est-à-dire qu'il y a des générateurs de Morse qui vont vous permettre de vous entraîner. On peut recevoir le Morse avec une carte son, donc c'est les petites cartes qui coûtent 1 €. Vous avez une entrée micro, mettez la sortie de ligne dessus avec une résistance, puis ça va ça. Donc vous pouvez recevoir le Morse et vous pouvez aussi en envoyer. Alors là c'est une vidéo, j'ai pas mis la vidéo, mais le gars il tape sur le clavier. Alors je suis pas d'accord, hein, mais bon. Il tape sur son clavier et en fait ça balance l'émission en Morse sur son émetteur. Je dis que c'est de la fainéantise. On peut faire. Hein, où est le plaisir? On peut faire de la X25, donc c'est du paquet radio. Donc il existe un TNC qui marche avec le Raspberry. On a connu les TNC autonomes qu'on branchait avec prise son, etc. Là il y en a un qui se met directement sur le Raspberry, qui est vendu en kit. Il va falloir le souder, qui permet de faire du 1200 V. Et il y a une version aussi qui sort et qui fait du 9006, mais c'est un peu plus pointu pour faire les réglages. Vous ne connaissez pas le paquet de radio TNC? À mon époque, on en faisait. C'était au siècle passé. Paquet de radio.
Alors il y a une application du paquet radio que vous connaissez peut-être, c'est la PRS. Donc la PRS, c'est le couplage d'un GPS avec un TNC. Et on va envoyer donc les données sous forme de paquet. C'est une évolution du paquet radio. Donc on va envoyer les informations, alors soit sur un répéteur, soit directement chez quelqu'un d'autre. Et à la réception, on va pouvoir positionner les gens. J'ai une carte qui est un peu plus grande après. Voilà, on va pouvoir positionner les gens directement sur notre carte. Donc on diffuse les données en direct. Vous roulez en voiture, vous avez les infos GPS qui arrivent et vous renvoyez des infos. Donc tous les utilisateurs les reçoivent en temps réel, soit par internet, soit directement en radio. Et vous allez positionner directement les gens sur la carte et vous pouvez rajouter des infos météo, des messages, des choses comme ça. C'est du paquet radio amélioré en fait. Alors là, on passe à des techniques plus modernes. Alors, ce dont je vais vous parler là, vous pouvez le voir sur le stand de Passion Radio. Je suis passé tout à l'heure les voir, ils ont les cartes dont je vous parle et puis les hotspots. Donc là, on est avec la modulation numérique. Alors normalement, on a 2 time slots. Alors, des time slots, c'est des... vous envoyez des données, et en fait, vous envoyez 2 paquets de données successifs qui permettent de mettre 2 voix ou 2 données l'une derrière l'autre. Donc ça s'appelle le MMDVM, Multimode Digital Voice Modem, modem numérique multivoix, multimode. Donc ça va permettre d'échanger des données en numérique. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce genre de matériel? On va trouver aussi un hotspot. Si vous êtes loin d'un relais numérique, vous pouvez installer chez vous un hotspot pour faire des tests, pour vous entraîner, pour discuter avec les OM qui sont dans le coin en fait. Vous mettez un hotspot et vous allez pouvoir discuter directement avec le hotspot et ici en voix IP, donc via Internet. Alors pour plus d'infos, Passion Radio. Alors vous trouverez chez Passion Radio cette carte qui se met sur un Raspberry et qui est une carte MMDVM, émetteur-récepteur. Donc il y a les 2 antennes dessus. C'est un point d'accès numérique multimode, donc on peut mettre un écran dessus. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait mettre un écran sur le Raspberry Pi, soit HDMI, soit sur la prise écran tactile. Donc c'est compatible des stars, DMR, C4FM, etc., etc. En version duplex, avec cette carte, vous pouvez gérer les 2 time slots. Donc vous pouvez faire un relais. Ça fonctionne de 60 mégas à 650 mégas avec une puissance de 10 milliwatts. Donc ça vous permet de faire un relais local, éventuellement. Alors après, je ne sais pas si en mettant un PA derrière, ça peut augmenter. Là, j'ai pas testé ce genre de truc. Et c'est compatible Pistar. Alors Pistar, c'est une distribution Linux spécialement faite pour la voix numérique et qui est compatible, qui fonctionne sur le Raspberry Pi. Alors ça, vous pourrez le voir. Donc vous pourrez voir aussi ce petit kit. J'ai vu qu'ils l'avaient là-bas sur le stand. Alors ça, c'est un hotspot. Donc c'est la deuxième chose que je vous ai dit. Vous n'avez pas de relais numérique à côté de chez vous. Vous mettez un hotspot, ça va vous permettre de tester, de voir si vos appareils fonctionnent, de vous connecter via Internet. Donc c'est toujours compatible avec toutes les modulations. Par contre, ces petits hotspots là, ils fonctionnent avec un Pi 0. Donc, je vous ai parlé, le deuxième, le tout petit. Hein. On voit cette prise ici, donc ça fait la taille d'un ticket de métro. Parce que moi, je fais un petit tout petit. Et il y a un écran dessus qui vous donne les informations sur qui est connecté, etc. Ça fonctionne soit en 144, soit en 432. C'est compatible Pistar également. Alors après, vous allez pouvoir programmer votre émetteur-récepteur avec Chirp. C'est celui qui est le plus utilisé. Vous l'installez sur le Raspberry Pi. Donc ça, c'est l'écran, c'est le menu du Raspberry Pi. Vous retrouvez Chirp dans les accessoires. Une fois que vous avez trouvé Chirp, vous avez toute la possibilité donc, de programmer votre émetteur, et en particulier avec le Baofeng, ça marche bien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont des Baofeng. Oui. Donc avec Chirp et un Raspberry, vous pouvez programmer toute la comment on appelle ça, la table de fréquence. Alors vous pouvez recevoir des fréquences, mais ça c'est plus classique. Voilà, donc ça c'est ce que j'utilise, c'est la clé qui est sur la table là-bas. Donc c'est une clé SDR. Alors la clé SDR de base, elle coûte une dizaine d'euros, mais elle est en boîtier plastique.
puis il y en a un quartz qui n'est pas très stable. Donc ils ont sorti des versions améliorées comme celle-ci, qui est en boîtier alu et qui a un TCXO. Donc on a un quartz stabilisé avec une très bonne stabilité. Ça c'était la deuxième génération. La troisième génération, le TCXO est encore plus pointu, plus stable. Donc vous avez le logiciel GQRX qui vous permet de recevoir avec le Raspberry Pi, de décoder, de visualiser. Alors ça donne ça sur l'écran. Vous avez le spectre et puis vous avez là ici en cascade, en chute d'eau. Et ça coûte, là vous avez 40 € de Raspberry et 20 € de clé. Ça vous fait pour 60 € plus un petit écran. Vous voyez, pour moins de 100 € vous avez un récepteur. Alors moi j'utilise aussi ça à la maison, donc c'est le SDR Play. C'est un peu plus pointu que la simple clé. Ça couvre 100 trous de 1 kg à 2 Go. Il y a une entrée spécialisée pour le 0,30 MB. Et il y a un Elena sur l'autre entrée. Il y a un ampli faible bruit sur l'autre entrée, pour la VHF, UHF. Et puis vous avez une entrée haute impédance ici, qui vous permet de brancher un dipôle par exemple. Alors l'avantage de ça avec un Raspberry, c'est que vous pouvez éliminer le câble, c'est-à-dire ça, vous le collez en haut sur le bas de l'antenne. L'antenne est reliée directement, il n'y a pas de câble. Et en fait, vous allez descendre par le réseau. Donc il n'y a plus d'antenne, il n'y a plus de câble d'antenne, il n'y a plus de perte. Vous êtes directement au plus près, il y a le LNA, ça fonctionne très bien. Autre avantage, comme vous êtes sur un ordinateur, là, vous pouvez faire du remote SDR, c'est-à-dire vous pouvez de n'importe où sur votre téléphone piloter ça. Éventuellement le mettre à disposition des autres OM qui peuvent se connecter, qui voient s'il y a du trafic dans votre secteur. Ouais. Remote SDR, il y en a qui en ont fait déjà. Non? Ouais, sinon, il y a des cherchez Remote SDR sur Google, vous allez trouver des gens qui ont mis leur système à disposition. Oui, donc en fonction de la largeur de bande qu'on capture, typiquement le SDR Play, je crois qu'il a une largeur de bande de 20 mégas, un truc comme ça, c'est énorme. 10, ouais, en fait ça représente une quantité de données énorme à uploader, donc il faut de la fibre pour un très bon abonnement ADSL. Avec du 512, ça va pas trop marcher. Après on peut réduire la bande aussi. Ouais, on réduit à 2 mégas et puis ça passe. Voilà, alors là vous êtes sur l'autre avant il faisait 20 à 25 €, là on est plus sur un engin qui fait 200 €, 190, 200 €, mais c'est la gamme au-dessus. Alors on peut faire un analyseur de spectre, donc ça c'est celui que j'ai fait, je présente sur les salons habituellement. Alors c'est pas pour faire de la mesure, hein, c'est pour regarder le signal. Donc vous pouvez régler, soit ça se fait en automatique, soit vous réglez manuellement les niveaux, maxi, mini. Vous avez la gamme de fréquences ici, ça vous permet de voir la forme du signal, si vous avez des splatters, si votre signal est propre. Là aussi, hein, ça coûte 50-60 €. Alors il y a un fou qui s'appelle Évariste F5OEO. Lui, il fait des émetteurs avec le Raspberry Pi. Alors il s'est dit, si je mets une antenne sur le GPIO, est-ce que je peux envoyer des signaux qui seraient utilisables? Ben oui. Donc en fait, ici il envoie une porteuse. Alors on voit qu'il y a quand même du monde sur les côtés, donc il faudra mettre un filtre de bande, hein. Là on est brut de sortie. Là il a fait un émetteur FM. BLU. POXAG. Donc là on est sur du pageur, hein, sur les petits trucs de, je sais pas comment ça s'appelle, les machins qu'on accroche à la ceinture, top, tatou, sur les touches. On fait de la SSTV. Alors j'ai fait son émetteur SSTV, c'est-à-dire que j'ai un Raspberry avec un écran, vous mettez une caméra dessus, vous avez les touches, l'écran tactile avec les touches, et vous avez un émetteur SSTV, ouais, vous branchez l'antenne sur le fil. Donc tout ça en programmation, il n'y a pas de matériel en fait, il y a un Raspberry Pi et de la programmation. Et puis là, c'est du FreeDV, c'est de la voix numérique en open source, donc gratuit, non commercial. Donc ça fonctionne très bien son système.
Je viens vers le feu. Je voulais juste savoir quelle était la puissance d'émission. Quelle est la puissance d'émission? C'est quelques milliwatts. 8-10 milliwatts à peu près. 10 milliwatts. Il n'y a pas de puissance, il n'y a rien qui empêche après un beau filtrage de mettre un ampli. Etc. Allez voir le site de Synco, il y a plein de choses dessus. Et en fait, il développe en permanence. Alors c'est un peu affêlé parce qu'il fait que ça. Quand je dis il est fêlé. Moi j'ai essayé, je lui ai dit, je peux te faire la doc si tu veux de tes trucs, là, parce que ça peut intéresser beaucoup de monde. Et en fait, il est tellement dans son développement que j'ai pas pu avoir les infos pour faire la doc. Il est dans son truc. Ça marche, mais si vous voulez en faire, c'est pas simple d'appréhender tout ça. Alors avec le RPTX d'Evarist, qui est ici, donc là il y a un filtre de bande sur 2 mètres, vous mettez une clé SDR, vous recevez le 70 cm et vous avez fait un transpondeur. Pour 40 plus 20, 60 €. Il n'y a même pas besoin d'écran. Alors il y a des gens qui font du WSPR. Alors WSPR, c'est une balise à très faible niveau, avec un système automatique qui reçoit les balises et qui les met sur un site, et on sait où ça a été reçu. Donc là, c'est un Suisse qui a fait ça, HB9FGK. Donc on est bien en sortie du Raspberry Pi, la même sortie qu'avant, hein, et il a fait ici un filtre de bande, et il envoie ça sur une antenne. Alors c'est une balise sur 30 mètres, alors c'est 10,140 je sais pas combien, c'est pas la fréquence tout à fait exacte. Il sort 10 dBm, donc 10 milliwatts, c'était la question tout à l'heure. Donc 10 milliwatts de sortie, et sa balise a été reçue à 2850 km. Alors il y a de la propa, ce jour-là il y avait de la propa, hein. ça porte. Donc c'est une émission automatique et vous avez des récepteurs automatiques sur les fréquences des balises et quand ils reçoivent, ils décodent l'indicatif et c'est mis sur un serveur. Donc c'est le WSPR. Alors comme quoi on trouve le Raspberry Pi un peu partout en fait. Alors après vous pouvez faire de la synthèse vocale avec le Raspberry Pi. Bonjour, bienvenue sur le relais de l'arme Pigné, SK8ZHC, bon trafic. Vous pouvez envoyer un message d'accueil. Alors j'ai essayé d'avoir le responsable du relais de la Nièvre, parce qu'ils ont mis un Raspberry Pi qui fait de la synthèse vocale. Donc je lui ai mis un message en début de semaine, mais j'ai pas eu de retour. Il doit pas être là ou pas avoir lu ces messages. On aurait eu le relais de la Nièvre. Mais là, c'est un relais plus loin. Alors on peut renvoyer des infos, comme la valeur du S-net. On a la synthèse vocale, vous l'avez entendu, ça marche bien. Vous pouvez envoyer la valeur de réception. Vous pouvez envoyer la température, l'humidité, la pression, tout un tas d'informations, l'heure. Donc ça, le Raspberry Pi le fait en natif, hein, c'est un paquet à charger. Après, vous tapez le texte et il vous parle. On fait l'inverse aussi, mais c'est moins utile. Il est capable de décoder des commandes. Vous pouvez le commander là-haut. Ah, ça se termine. On arrive au bout des applications web. Alors, il y a un PA3 qui a fait ça. Donc, c'est une carte qui s'appelle Raspi Radio. C'est un émetteur-récepteur fait à base de Raspberry Pi. Alors, le Raspberry Pi sert de support, mais il a fait un FPGA. Donc, c'est un circuit programmable un peu plus pointu, on va dire. Et le firmware du FPGA est chargé par le Raspberry Pi au démarrage. Et après, le Raspberry Pi assure la gestion de l'ensemble. Donc, c'est un émetteur-récepteur. Le modem, c'est un analog device, donc c'est un modem 12 bits large bande, donc c'est très bonne qualité, 12 bits. Il couvre de 0 à 30 MHz, continu. Donc il utilise un FPGA, je vous l'ai dit. Alors ça donne ça. Alors lui aussi, il est en plein développement, c'est-à-dire que vous avez, on a l'impression d'avoir un tableau de bord de Boeing. Si vous regardez, vous avez les bandes, vous avez les différents modes de modulation, les bandes passantes, tout est paramétrable en fait, parce que c'est du numérique. Vous récupérez des infos en numérique, vous les traitez, vous les filtrez. Ah, merci la série de Fourier, ceux qui en ont fait.
Alors, sur une version plus ancienne que j'ai trouvée, ça donne ça. Donc là, il sélectionne ce qu'il veut recevoir, en fait, la partie qu'il veut recevoir. Réducteur de bruit. On enlève le réducteur de bruit. On peut régler le gain. La voix de la BNI, il y a quelque chose. Ça marche pas mal en fait. Alors là c'est une carte qui vend aussi sur